Donc, en fait, grâce à l'avocat, hein, c'est-à-dire vraiment, c'est une communication purement juridique qui n'attend pas les questions politiques. Même c'est M. Sim qui est là, c'est M. Sim vraiment qui parle aujourd'hui comme avocat. Voilà. Les autres le sont aussi. C'est pas militant du MRC. Mais on voudrait faire une conférence vraiment purement de mise au point juridique. Bien. Mesdames, messieurs les journalistes, permettez à mes confrères ici présents de vous remercier infiniment d'avoir pris de votre temps pour venir assister à cette conférence de presse que nous tenons à faire aujourd'hui dans des circonstances qui sont extrêmement tristes pour la justice dans notre pays. Elles sont tristes parce que je pense que nous tous qui sommes ici comme avocats, on n'a jamais vu dans nos carrières des personnes mises en détention provisoire dans une maison d'arrêt, dans une prison, être enlevées, quasiment kidnappées, pour être ramenées devant une unité de police ou de gendarmerie. Dès lors, surtout que ces personnes comparaissent devant le juge d'instruction qui les a mises sous ce mandat de détention provisoire. Eh bien, de quoi s'agit-il pour aller tout droit au but? Le mardi dernier, c'était le 23 avril 2019, les militants du MRC, qui sont nos clients, devaient comparaître devant le juge du tribunal de grande instance de Yaoundé, dans l'Omfundi, pour certains, et d'autres devaient comparaître devant le juge de la cour d'appel en matière de libération immédiate, que nous appelons encore habeas corpus. Le matin à la prison, ils ont été appelés à tour de rôle, comme c'est l'usage. Ils se sont habillés. Ils se sont rendus dans la grande cour d'honneur de la prison centrale de Yaoundé. Ils ont été menottés, comme c'est encore la coutume, pour être conduits donc devant les juges qui devaient connaître de leur requête en habeas corpus. Un incident qui pour nous ne devait pas exister va se produire. Nos clients arborent des maillots des Lions indomptables du Cameroun, des maillots donc de l'équipe nationale du Cameroun de football. La semaine d'avant, ils avaient décidé d'aller à l'audience avec cette tenue-là et tout s'était bien passé. Et donc ce mardi 23 avril, ils sont surpris de s'entendre refuser de porter cette tenue-là. Et le registre de la prison centrale va leur dire que s'ils ont cette tenue, ils ne vont pas aller à leurs audiences respectives. Tout part de là, en réalité. Or, en cette matière vestimentaire, lorsque des personnes détenues sont autorisées à porter leurs vêtements, eh bien, ils ont la liberté de porter les vêtements qu'ils veulent, à condition évidemment que ces vêtements soient décents. Dans le cas d'espèce, ces vêtements qui sont des maillots des Lions indomptables, que nous tous nous portons si fièrement, étaient décents, ils étaient propres et ils obéissaient de manière absolument parfaite aux règles minimum qui sont connues en matière de détention des personnes dans les maisons d'arrêt, notamment la règle 20 de ce qu'on appelle les Mandela Rules Resolutions, ce qui correspond en réalité
à l'ensemble des règles des Nations Unies pour le traitement des détenus, et donc on appelle les règles Nelson Mandela. Cela veut dire que leur tenue était décente, leur tenue était propre, et il n'y a aucune loi qui pouvait interdire le port de cette tenue-là que ces gens arboraient. Eh bien, dans ces conditions, ils décident de rentrer dans leur quartier parce qu'on a interdit qu'ils aient à l'audience. Et c'est le premier problème qui est posé ici, que l'administration pénitentiaire empêche des gens de se rendre à l'audience pour défendre leur cause. Lorsque les avocats sont alertés, au nombre de 6 notamment, ils vont se rendre à la prison centrale de Yaoundé, où ils vont effectivement découvrir que les clients ne sont pas autorisés à aller à leur audience. Mais ce qui va être surprenant, c'est que on va trouver sur place un déploiement extraordinaire des forces de maintien de l'ordre. Il y avait toutes les polices, le GMI, le GSO, des policiers habillés ordinairement et bien sûr des policiers en civil. Il y avait des gendarmes, mais alors tous lourdement habillés et la plupart portant des cagoules. Les avocats sont surpris de cela en se disant mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on allait selon une audience, on a besoin d'amener 100, 200 personnels des forces de l'ordre? Alors, pendant qu'on y est, nous informons le registre de la prison centrale que nos clients en train d'aller à l'audience tôt le matin, les juges ont déjà renvoyé les affaires qui les concernaient au 25 avril, c'est-à-dire 2 jours plus tard. Le régisseur, donc aujourd'hui, ce régisseur, qui peut-il le dire, nous a empêchés d'entrer à la prison, va recevoir une note écrite qu'on va lui faire parvenir par un gardien de prison pour lui dire que les audiences sont reportées et qu'il n'est pas nécessaire de faire aller par la force nos clients à l'audience, puisque tel qu'on voyait le déploiement, on avait le sentiment qu'on va les porter de force pour les mettre dans les camions. Eh bien, il se passera donc simplement qu'à un moment donné, on va faire rentrer dans la prison les policiers du GSO, vraiment tous cagoulés, et ils vont faire sortir 2 à 2 menottés, une trentaine de nos clients. Ils vont les mettre dans le camion de la prison centrale de Yaoundé. Je dis bien, et c'est un détail important, dans le camion de la prison centrale de Yaoundé. Conclusion, qu'est-ce que l'on va faire? On se dit qu'on les a amenés au tribunal pour comparaître de force. Les avocats vont prendre leur voiture, vont se rendre au tribunal à Yaoundé, au centre administratif, et lorsqu'on y arrive, on ne trouve pas le camion de la prison en place, ni encore l'escorte qui avait été constituée, qui était une escorte composée de pick-up, de policiers et de gendarmes. Ils ne sont pas à la prison centrale de Yaoundé. Ils ne sont pas au palais de justice. Alors on se dit, s'ils ne sont pas au palais de justice, alors qu'on les a mis dans le camion de la prison, où est-ce qu'ils peuvent bien être? Parce que logiquement, ce camion de la prison ne sert que pour extraire les gens en direction du palais de justice. Rien d'autre. On va attendre presque 1 heure ou 2 heures, et finalement, nous allons appeler le régisseur de la prison centrale de Yaoundé pour nous enquérir de ce qu'il en est, parce que c'est lui quand même qui est en charge de la garde des personnes qui sont en détention provisoire. Il va nous répondre un peu négligemment en disant vos clients seraient au GSO. Il ne dit pas de manière affirmative, il dit il sera au GSO. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons, nous les avocats, nous rendre au GSO autour de 16 heures. Y étant au GSO, on est informé par un policier, un commissaire de police, qu'effectivement, on a fait venir, il y a quelques minutes, des personnes venant de la prison centrale de Yaoundé. On lui dit, c'est nos clients, est-ce qu'on peut les voir? Ce commissaire de police dit,
qu'il a reçu des instructions pour qu'on ne puisse pas avoir accès à nos clients, qui sont pourtant sous mandat de détention provisoire, délivrés, lesquels mandats ont été délivrés par le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Donc c'est lui qui prend une ordonnance et dit, vous, ces personnes, je vous mets en détention dans une prison précise. Et il faut dire que lorsque le juge d'instruction envoie quelqu'un dans une prison précise, on ne peut pas l'amener ailleurs. C'est comme cela. On ne peut même pas la prendre de la prison centrale ou la prison principale sans une ordonnance ou sans l'avis du juge d'instruction qui est la personne qui les a déposés dans la prison concernée. Eh bien, on n'entre pas au GSO. On patiente, on appelle telle autorité ou telle autre, pas de réponse, on finit par entrer dans le cabinet respectif. Le lendemain, mercredi, le 24 avril 2019, les avocats vont aller au GSO sans pouvoir avoir accès à leurs clients. Les familles vont aller au GSO. Personne ne pourra voir ces personnes-là. Les familles apporteront dans le régime des vêtements et des médicaments qui ne vont pas pouvoir, qu'elles ne pourront pas faire entrer au GSO parce que là encore, on a dit que personne ne peut rentrer. Je note que ces personnes ont été enlevées de la prison sans leur bagage. Ils n'avaient sur eux que les habits qu'ils avaient avant d'aller à l'audience, c'est-à-dire pour la plupart le maillot des lions, c'est le cas du Cameroun. Donc ils sont au GSO, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de matériel de couchage, ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien du tout. Donc le mercredi 24 avril, les familles patientent toute la journée devant le GSO et n'arrivent pas à avoir accès à nos clients. Les avocats, encore moins. Ce même jour, donc, du 24 avril, je me rentrais moi-même à la prison principale de Yaoundé pour voir le régisseur de cette prison-là, prison centrale, je vais dire. Et il me reçoit et il me dit une chose extraordinaire. Ce n'est pas lui qui a demandé qu'on enlève nos clients de sa prison, c'est sa hiérarchie, son délégué régional des affaires pénitentiaires, qui a demandé à la police de venir enlever nos clients. En fait, lui, il se cache derrière la hiérarchie pour ne pas être plus responsable de ces déportations. Son argument ne veut pas nous satisfaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met quelqu'un en détention provisoire dans une prison, le régisseur est la seule personne, la seule responsable de la garde de ces personnes qui sont dans sa prison et personne d'autre. Donc du coup, on ne sait plus qui saisit, et puis ce régisseur dit que lui, il n'a pas donné d'instruction particulière pour que nos clients puissent être amenés en dehors des locaux de la prison centrale de Yaoundé. Je tiens à préciser que malgré tous nos efforts devant ce régisseur-là, mercredi 20 avril, lui demandant de réintégrer nos clients à la prison, il n'a pas pu le voir obtempérer. Jusqu'aujourd'hui, 25 avril 2019, à l'heure où je tiens cette conférence, où nous l'appelons, il est déjà 16 heures passées, nos clients sont encore au GSO. Il semble qu'il y en a deux qui sont au CEL, mais je dis qu'il semble parce qu'on n'a accès ni au CEL, ni au GSO. Toujours privé et d'alimentation et de vêtements, et plus grave encore, de leurs médicaments, parce qu'il y en a qui doivent se prendre des médicaments tous les jours, avant de se nourrir, tous les jours. C'est vraiment qui pour nous est parfaitement illégal et qui est consécutif, ou bien qui est constitutif, je vais dire, d'une vraie torture. Parce que lorsque les gens sont enlevés de la prison pour un autre endroit, privés de voir leur famille et leurs avocats, et privés du reste, il s'agit là des tortures inadmissibles. Surtout que ça fait déjà 3 jours que ces tortures sont en train de perdurer.
Aujourd'hui donc, nous avons saisi le ministre, le secrétaire d'État, je veux dire, en charge de l'administration pénitentiaire, d'une lettre de protestation dans laquelle, et nous tenons à le dire à haute voix ici, dans la lettre que nous avons adressée aujourd'hui donc au secrétaire d'État, nous lui demandons, nous sollicitons vraiment, mais avec beaucoup de fermeté, le retour immédiat à la prison de ces personnes qui sont censées y être, mais qui sont déportées et détenues au GSO ou ailleurs. Nous sollicitons également, lorsqu'ils seront remis à la prison centrale, qu'elles soient visitées et consultées par les médecins de leur choix, pour nous assurer qu'au-delà des tortures morales, psychologiques, qu'il n'y ait pas eu de torture physique. Parce que nous avons grande crainte, et à raison, on nous empêche de les voir. On a une grande crainte que ces 27 personnes, une trentaine, soient aujourd'hui sous le coup des tortures physiques qui sont des traitements inhumains et dégradants. Nous demandons le respect strict de leurs droits en tant que personnes détenues. Et le Cameroun est signataire des conventions internationales, notamment, je vous parlais des règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus, les règles Nelson Mandela. Nous exigeons que nos clients aient le respect de ces droits, strict de ces droits, qui est un droit, qui sont des droits inhérents aux personnes détenues. Nous exigeons enfin un traitement humain, exempt de violence, de menaces et d'autres raquettes dont ils sont déjà quotidiennement les malheureuses victimes. Parce que je dois aussi préciser, au-delà de ce que j'ai dit, que nos militants à la prison se plaignent tous les jours des raquettes d'argent. On leur demande de l'argent pour la mairie, on demande de l'argent pour le commandant, on demande de l'argent pour des choses dont on ne sait pas. On demande l'argent pour le matelas, on demande l'argent pour pouvoir trouver une chambre. Et tous les jours, chaque semaine, on leur demande de l'argent. C'est du racket. Ils sont tous les jours menacés de violence. Et certains sont même effectivement violentés. Je prends un cas très simple, un exemple. Dans le quartier 3, nous avons appris qu'il y a un certain Zanga qui a été désigné coordonnateur du quartier 3, qui a le pouvoir et qui est un condamné à 17 ans de prison, mais qui a le pouvoir sur des personnes qui sont détenues préventivement. Alors que logiquement, on ne peut pas mélanger dans les mêmes quartiers les personnes déjà condamnées et les personnes en détention préventive. Malheureusement, dans ce cas-là, on les mélange et il y a quelqu'un, un condamné à une peine lourde, qui a même les clés de la cellule et qui a le pouvoir de prendre un détenu, de le mettre en cellule disciplinaire en toute méconnaissance du régisseur et de la prison. Nous estimons que c'est des choses absolument graves et que nous devons dénoncer. Donc voilà mes chers amis, le contenu de cette conférence de presse. J'oubliais que nous avons également saisi le juge d'instruction militaire de Yaoundé. Pourquoi? C'est lui qui les a mis en détention provisoire. Nous l'avons rencontré déjà physiquement. On a discuté avec lui. Il n'était même pas au courant de ce que les détenus qu'il a envoyés à la prison n'y étaient plus. Alors que c'est lui qui les a envoyés. Donc, de la même manière, on lui a fait une correspondance dans le même sens pour que nos clients puissent être rétablis immédiatement à la prison centrale et puissent avoir, comme d'habitude, accès à leur famille, à leurs médecins et à leurs avocats. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, ce que je pouvais dire au nom du collectif d'avocats qui est ici présent et au nom surtout de nos clients qui sont aujourd'hui au GSO et peut-être ailleurs, nous n'en savons rien. Donc, je vous donne la liste de ces personnes qu'on a pu recouper à partir de la prison parce que le régisseur, évidemment, n'a pas pu nous donner une liste, mais c'est leurs amis qui l'ont donné. Et il y a le docteur Ngono Modeste qui a été sorti de la prison centrale alors que précisément, il a été appelé par le régisseur comme
interlocuteur, comme point focal pour discuter avec lui. Il y a le docteur Folifa Christian, Messieurs Moutaga Sylvanus, Foalin Fosso Georges, Douangla Jaurès, Ifoubé Andreas, Kangen Jacques, Tegoyim Roméo, Seguois Roland, Moumeni Christian, Joacine Jules, Chomeng Félicien, Chomsen Félicien, Siewe Eric, Joko Bertrand, Gondje Roland, Kamdo Maxime, Katapen Charlie, Koyo Henri, Demanou Aubin, Betcom Mohamed Nadal, Logmene Blaise, comme Fosso Raoul, Megachik Gislain, Nana Serge Branco, Jofax Stéphane, Kanjan Charlie et enfin Gangue, Kwamo Duhamel. Les nommés Nana Serge Branco et je crois Jofax Stéphane seraient apparemment au CED. Mais nous n'avons pas encore des informations précises là-dessus. Donc au nom de mes confrères, je vous remercie. Et s'il y a des questions et des précisions, nous sommes prêts à répondre à ces questions-là. Oui. Oui, je suis Jérôme Coujo, je travaille pour Canada et Nous avons eu vent ces derniers jours, notamment sur Facebook, d'un militant du MSC qui a été agressé en prison, numéro avant de prison. Est-il vrai ou faux? Alors, je pensais qu'on parlerait aujourd'hui des personnes qui sont déportées au GSO. Voyez-vous, nous sommes toujours très... merci d'être venus, mais ce que je voulais qu'on retienne ce soir, nous sommes venus ici vraiment vous parler spécifiquement des personnes qui aujourd'hui sont dans un régime juridique qui n'est pas connu. Quel est le régime juridique aujourd'hui des personnes qui sont au GSO? C'est la première fois, je l'ai dit, qu'on prend des gens d'une prison ordinaire pour une unité de police qui n'est même pas la PJ où on fait les enquêtes, qui n'est pas une unité où on peut garder les gens à vue. Voilà, c'est une institution spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme. Mais pourquoi ces gens sont là-bas? Donc maintenant, s'agissant de cette personne, ce n'est pas seulement une personne, il y en avait apparemment deux. C'est dans la nuit d'avant-hier, donc de mardi, autour de 22h30, 23h, que quelqu'un qui disait être dans la prison centrale a appelé les familles de ces jeunes gens pour leur dire qu'ils ont été poignardés sauvagement et qu'ils perdraient beaucoup de sang. Et l'information étant donnée par une personne qui dit être à la prison, elle a donc été relayée à travers les réseaux sociaux. Le matin, nous nous sommes rendus, donc hier matin très tôt, à la prison centrale pour en savoir un peu plus. Et nous avons donc appris par ces gars eux-mêmes, des détenus, que l'un d'eux a été dépouillé de son portefeuille pendant qu'on enlevait nos clients pour les amener au GSO. Et c'est dans son portefeuille donc que sûrement un voyou qui est en prison a pris le numéro de téléphone de sa famille et a commencé à appeler en demandant des fortes sommes d'argent. En fait, c'était une histoire de raquette, d'arnaque. Il demandait de l'argent au téléphone, au père, à la mère, à la sœur, tous les numéros qu'il voyait dans le téléphone. Il les appelait et disait, écoutez, tel est poignardé, envoyez l'argent à ce téléphone pour qu'on puisse avoir les relais. Donc voilà ce qui s'est passé en fait. Mais l'information, quand elle est reçue à 23h, personne ne peut la recouper dans la nuit, puisque le monsieur appelle les familles de ses enfants, qui elles aussi appellent le parti politique MRC, qui pense que c'est vrai. Mais après information, j'ai pu voir hier le nommé Kamto Thierry et le nommé Nyayo Michael. Ils se portent bien, ils n'ont pas été poignardés, ils sont en bonne santé. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir. Radio Balafon. Si on faisait un tout petit peu l'état des plaintes contre M. René Saint.
Écoutez, nous allons organiser une conférence très spéciale sur les procédures en cours. Vous savez qu'elles sont nombreuses. Nous voulions parler aujourd'hui vraiment simplement des personnes enlevées parce que nous exigeons sollicitant qu'on les ramène. Nous vous ferons dans les jours qui viennent une conférence de presse à laquelle vous serez invités où nous parlerons de l'état des dossiers en habeas corpus, de l'état des dossiers à Genève, de l'état de la plainte contre M. Sadi et de procédures, notamment le recours gracieux qu'on a fait comme le communiqué de M. Atayanji qui interdisait nos réunions et les suites judiciaires qui ont été données à cela. Donc, soyez juste patient. Nous vous inviterons à une conférence de presse qui sera vraiment bétonnée et vous aurez toutes les informations. Oui, c'est votre choix. Oui. Ma question, c'est effectivement, ça porte sur le cas des personnes interpellées, puisque au regard de votre conférence, vous expliquez notamment qu'il s'agit d'un abus. Alors, est-ce que vous allez tester, je voudrais dire, les responsables de cet abus devant les juridictions camerounaises ou pas? Ok. Maître me charge de donner une réponse à cette question. Alors, en termes d'abus, c'est déjà des abus et nous constatons qu'il y a un état d'exception qui est en train de se construire dans notre pays sous le silence de tous les citoyens, et cet état d'exception se manifeste par l'absolutisme policier. Il n'entre pas dans les missions de la police ou de l'administration de police de venir se substituer à l'administration pénitentiaire pour exercer des missions qui leur ont été confiées par la justice. Alors, comme cela n'entre pas dans les missions de l'administration de police, on se pose des questions. Qui utilise de cette façon la force publique? C'est qui? Nos recherches n'ont pu nous indiquer qui était l'auteur de cette utilisation. Alors, voilà que progressivement, on est en train de s'avancer vers cet absolutisme policier, où des personnes censées être détenues en vertu d'un mandat de justice se retrouvent en situation, ce que j'appellerais évasion forcée, du fait de la police, et se retrouvent dans des lieux qui sont inaccessibles. Et ces personnes sont donc coupées du monde extérieur. Voyez-vous, dans les règles de l'administration pénitentiaire, la règle de gestion des détenus, il y a des registres à la prison. Mais au GSO, au CED, il n'y a aucun registre. Donc, le public n'a pas accès à l'information en temps utile sur la liste des personnes qui s'y trouvent. Alors, quelqu'un quitte donc de la prison pour se retrouver soit dans le camp de gendarmerie, c'est-à-dire un camp militaire, ou bien entre les mains de la police, coupé complètement du monde extérieur. Alors, juridiquement, nous pensons qu'il s'agit de voies de fait administratives. Des voies de fait qui portent atteinte à leur intégrité physique, parce qu'ils sont forcés d'y être, et qui portent également atteinte à leur intégrité physique, psychique. Bon, alors, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut déjà dénoncer, parce qu'il s'agit d'une question très urgente. Si rien n'est fait, ces personnes qui sont coupées depuis le 23, c'est le 23, n'est-ce pas, 3 jours déjà du monde extérieur, et sont enfermés dans ces conditions, encagés, je vous l'ai dit, dans ces conditions, sont coupés du monde extérieur, n'ont accès à personne, on ne sait pas dans quelles conditions ils s'alimentent, on s'interroge, quel est le sort donc réservé à l'être humain dans cette administration. Et c'est pour ça que nous avons saisi les autorités en temps utile, c'est-à-dire Monsieur le secrétaire d'État en charge de l'administration pénitentiaire, et le juge d'instruction a été informé de ce fait. Bien entendu, nous attendons que si l'administration se comporte comme elle devrait l'être, une enquête administrative devrait éclairer sur une telle situation. Nous l'avons demandé.
sans être très sûr qu'elle aboutira à un quelconque résultat. Je m'appelle, bonjour tout le monde, je m'appelle Lionel Bayon, je travaille pour les demander la voix du centre. Je voulais un peu savoir pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour pouvoir essayer de remettre en œuvre un peu cette façon d'agir, parce que vous l'avez relevé, si on peut délocaliser un véhicule qui est censé faire quitter de la prison centrale pour le tribunal et inversement, et se retrouvant à l'extérieur quand se trouvant ailleurs, ça veut dire que ce sont des faits qui ont l'habitude d'être manœuvrés ici. Est-ce que pourquoi c'est aujourd'hui qu'on peut essayer, pourquoi aujourd'hui on perce l'abcès? Pourtant c'est des choses qu'on vit au quotidien. Je ne sais pas si vous m'avez écouté, je dis que dans Maître Méli et moi avons déjà plus de 20 ans de barreau. C'est la première fois, en tout cas en ce qui nous concerne, encore plus nos jeunes confrères, que nous voyons des personnes qui sont dans une prison être déportées vers un lieu qui n'est pas une autre prison, qui puisse être une unité de police ou de gendarmerie. Encore qu'en l'état, ils ne sont même pas dans la mairie parce que le CED, la prison secondaire, ils ne sont pas là-bas. Le geste, on vous l'a dit, ce n'est pas une unité de police ordinaire, ce n'est pas un endroit où on fait des enquêtes. Donc, ce n'est pas souvent que cela arrive, comme vous le dites, non. Ça n'arrive pas souvent, malheureusement. Mais voyez-vous, le procès contre les militants du MRC nous fait voir tous les jours depuis janvier 2019 les aberrations auxquelles on n'est pas habitué. Et depuis le 26 janvier, on a commencé, mes chers amis, vous le savez, à dénoncer les conditions d'arrestation, de garde à vue, de détention de ces personnes. On a dénoncé même la compétence du tribunal militaire devant lequel ils sont poursuivis. Donc, on ne fait que le faire. On vous a dit qu'il y a des recours gracieux, qu'il y a eu des plaintes, qu'il y a eu d'autres choses. Vous voyez bien que depuis le 26 janvier, c'est les personnes poursuivies qui font vivre la justice. Parce que nous dites très bien que depuis cette date-là, seul le professeur Camto, président du MRC, a été convoqué devant le juge d'instruction, alors qu'il y a 151 personnes inculpées, 151, qu'il faut entendre l'une après l'autre. Mais depuis 2 mois, la justice militaire n'a rien fait. Cela veut dire que si nous, les avocats et nos clients, on ne faisait pas des procédures, eh bien, il ne se passerait rien. Cette affaire serait déjà une affaire oubliée. Était-ce le projet? Je n'en sais rien. Mais je peux vous dire que c'est grâce à ces avocats et à ceux qui ne sont pas là et à nos clients que vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a une affaire ministère public contre Camto et les autres. Parce qu'eux, ils n'ont depuis 2 mois posé aucun acte de procédure. Même des correspondances qu'on leur a adressées, notamment pour solliciter que nos clients soient consultés par les médecins, pour solliciter la remise des effets qu'on a arrêtés et qui n'avaient rien à voir avec les crimes poursuivis, comme les détenus et le reste. Il n'y a même pas de réponse à nos requêtes. Même la requête au fin de considérer les compétences de juge militaire jusqu'à aujourd'hui, cette requête est restée sans réponse, voyez-vous. Donc, c'est pour rassurer la voix du centre que non, nous sommes tous les jours que Dieu crée en train de dénoncer ces actes-là. Nous qui sommes assis là, je peux vous dire que depuis le mardi dernier, on n'a pas été dans nos cabinets pendant une seule heure. Parce qu'il fallait courir au GSO, aller au CED, aller à la prison et aller au parquet, aller voir au tribunal militaire pour essayer de suivre et savoir et comprendre ce qui se passe. Malheureusement, à l'heure qu'il est, nous n'avons toujours pas de réponse. Qui a ordonné l'enlèvement de nos clients de la prison pour ailleurs, nous ne le savons pas. Le régisseur qui est censé, qui est celui qui est le gardien légal, dit qu'il ne sait pas. Bien, c'est pour ça que nous appelons pour communiquer, pour que le monde entier et le Cameroun sachent que, à l'heure qu'il est dans ce pays, il y a des Camerounais qui sont des personnes qui jouissent de leurs droits. Il y a des médecins, professeurs d'université,
des enseignants et tout le reste, qui sont privés de la visite et des avocats et des parents, sans qu'aucune raison ne soit notifiée à ces gens. S'il y a même des poursuites nouvelles contre ces personnes, on devrait nous dire dès la première seconde qu'on reproche à ces gens telle chose. Mais est-ce que porter le maillot du Cameroun est devenu dans ce pays une infraction? C'est ça que nous voudrions savoir. Et j'espère que ceux qui vont voir cette conférence de presse, ceux qui vont lire vos articles demain, pourront peut-être nous répondre. Et comme ça, nous-mêmes et vous aussi, aurons les réponses que malheureusement, on ne saurait vous donner pour l'instant. On peut ajouter, parce que, bien entendu, ça ne concerne pas certains prisonniers privilégiés qui bénéficient de la largesses des intendants de prison et se retrouvent chez eux la nuit ou à des heures indues, où ils sont censés être à la prison. Il ne s'agit pas de ça. Parce que si tel était ce cas, on ne serait pas en train de faire une conférence de presse pour ça. Donc, certains prisonniers ont donc ce privilège de se soustraire clandestinement de la prison et de se retrouver chez eux. Mais ici, il s'agit des gens qui sont forcés de se retrouver ailleurs que du lieu où ils sont censés être. Oui. Maître, c'est Florentin Dato du quotidien Passion. Alors, maître, je voudrais savoir, est-ce que justement, la raison pour laquelle les maillots des couleurs rouge et jaune du Cameroun a fait l'objet de ce transfert-là, est-ce qu'on vous a donné les raisons pour lesquelles les militants qui devraient comparaître ne devraient pas s'habiller avec ce maillot? Parce que moi également, je suis allé j'ai assisté au premier procès où effectivement, ils mettaient ce maillot. De rester estampillé qu'en 2019. C'était les maillots vert rouge jaune du Cameroun. Mais je voudrais donc savoir, est-ce qu'il y a une raison qui a été invoquée pour justifier le refus ou bien rejeter leur comparution au tribunal? Alors, je dois dire que c'est un incident qui est né déjà à la cour d'appel, où l'avocat général, qui malheureusement se trouve être l'un de mes camarades de classe, M. Christian Nganga, s'est permis de sermonner ceux qui comparaissaient à la cour d'appel en habeas corpus, en leur posant des questions, c'est-à-dire celle de savoir pourquoi ils portaient ce maillot. Comme si porter le maillot des Lions Indomptables était devenu une infraction à laquelle lui, avocat général, est chargé d'engager des poursuites pour que l'on constate que ces infractions ont été commises. Devant la cour d'appel, sans honte, et devant les avocats, cet avocat général, menaçant les requérants, ceux qui avaient fait des recours en appel, en habeas corpus, le sermonnait, n'est-ce pas, des injonctions tendant à leur faire croire que porter le maillot des Lions Indomptables était constitutif, n'est-ce pas, d'un acte criminel. Alors, ces agissements de cet avocat général, pour qui j'ai beaucoup de respect et que je ne comprends pas ses actes, ces agissements se sont prolongés à la prison et donnent donc naissance à l'incident qui est crié aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que si le collectif des avocats avait été préventif, comme ils sont au niveau de la police, déjà à partir de cet acte de monsieur l'avocat général, on devrait déjà commencer, n'est-ce pas, à crier partout. Mais nous nous sommes abstenus. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'un petit incident d'audience, d'un petit incident d'audience, mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'une coalition quelconque qui se forme en vue d'empêcher des gens, aux personnes, de se vêtir comme elles veulent. Il y a un message qui se cache derrière l'expression qu'en 2019, maître. Il y a quelque chose qu'on veut véhiculer. Écoutez, je retrouve les journalistes que j'aime, voyez-vous, mais j'aime ça. On est dans un contexte où on a été donc le gouvernement peut assimiler ça à une provocation. Le Cameroun a été qualifié, il me semble, pour participer à la CAN 2019. Il me semble. Et les Lions notables iront à la CAN 2019.
En Égypte. Et en Égypte, il est normal que moi, je porte le maillot des Lions avec le CHAN 2019, puisqu'on n'est pas éliminé. Donc, pour nous, c'est simplement ça. Maintenant, il faut leur demander à eux ce qu'ils ont derrière la tête, ça, eux de répondre. Ce n'est pas nous. On n'avait pas présumé qu'en 2019, devrait poser un problème en Camerounais, alors que son pays est qualifié pour la CAN 2019. Donc, il faudrait sûrement, et j'espère précisément que, après ces conférences de presse, que ces gens et le courrier qu'on a adressé à ces autorités, qu'elles nous expliqueront pourquoi est-ce qu'on interdit aux Camerounais de porter le maillot de leur pays. Ah, mais j'allais oublier, on était à l'audience d'Habeas Corpus avant-hier pour dire aux juges qui avaient les dossiers que nos clients sont bloqués à la prison parce qu'ils portent le maillot des Lions. Un juge camerounais m'a demandé, Maître Sim, est-ce que vos militants, vos clients sont-ils des joueurs de l'équipe nationale pour porter ces maillots? Vous vous rendez compte de ce que le magistrat peut dire? Donc pour eux, il n'y a que les 23 joueurs sélectionnés qui ont le droit de porter ces maillots-là. Non, on tombe des nues quand on entend ça. Eh bien, pour nous, honnêtement, on a voulu que nos gars soient habillés eux-mêmes, pas qu'on a voulu, eux-mêmes ont décidé, parce que ce n'est pas nous qui avons décidé, nous-mêmes, avocats, étions surpris la semaine dernière de les voir habillés, arriver du camion avec des maillots. Je ne sais pas qui les a achetés, ni comment, mais c'est une décision prise par eux-mêmes de venir, parce qu'ils estiment sûrement, ils me l'ont dit après, ils sont une équipe, on les a arrêtés ensemble, ils se défendent ensemble, qu'ils doivent venir avec un maillot commun, rien d'autre. Voilà, donc ce qui empêche qu'on porte le maillot du Cameroun, peut-être qu'ils nous diront demain qu'on porte le maillot du Tchad ou du Gabon, peut-être. Il n'y a plus d'autres questions. D'autres questions? Nous vous remercions de votre patience. Vous êtes ici chez Maître Mélie Hippolyte, que vous connaissez tous très bien, qui est l'une des têtes de pro du collectif de la défense, que je remercie, il fait un travail extraordinaire. De même que Maître Téné, qui également est dans ce collectif, qui est de tous les combats, qui a gardé une réputation lors des procès, du procès des 37 de médailles du MRC. Il y a Maître Chalet, Michel, c'est bien ça? Voilà, qui est également du collectif, et le jeune Serge Chinjo, Emmanuel, mon homonyme et jeune frère. Il n'y a que 5 là aujourd'hui, mais nous sommes en ce moment une cinquantaine d'avocats, si je ne m'abuse. On est vraiment plus mobilisés pour la défense de ces personnes-là. Je ne parle pas des confrères d'autres pays qui sont en train de vouloir nous rejoindre, et même des confrères camerounais qui, devant de tels abus, commencent à se dire, écoutez, il faut qu'on aille défendre ces gens. Peut-être que demain sera 200 ou 300 avocats dans ce dossier, ou même plus de 300 avocats. Mais je dis merci beaucoup à ceux qui ont été là, et merci surtout à vous qui êtes venus et qui nous aideraient à relayer ce cri d'alarme que nous lançons, cette peur que nous avons au ventre par rapport au traitement que pourraient subir nos clients au GSO et au CED. Je vous remercie. Je vous ferai tenir dans vos boîtes la lettre scannée qui a été adressée au secrétaire d'État en charge de l'option pénitentiaire. Je pense que M. Okala Ebode et M. Youbi, qui sont en charge de cela, vous feront tenir. C'est déjà scanné. Oui. La version scannée est signée, que vous pourrez donc exploiter calmement dans le secret de vos rédactions. Merci.